Que ce soit dans le cas des réfugiés ou des migrants économiques et climatiques, toutes ces catégories sont en fait des êtres humains derrière. Et l'exil est une souffrance au départ. Ces gens fuient des situations extrêmes, que ce soit la guerre, une famine ou des situations climatiques extrêmes. Donc, nous ne faisons pas de hiérarchie dans le droit à la vie, tout simplement. Et par rapport à ça, ce que nous disons, c'est dans un premier temps arrêter les interventions militaires qui génèrent ces flux migratoires, mais aussi arrêter des accords de libre-échange comme actuellement qui génèrent effectivement le pillage des économies locales et qui font ces vagues migratoires. Il faut aussi arrêter ces accords de libre-échange, passer à des modèles de coopération et de développement humain locaux, faire des accords de réadmission avec ces pays où on est dans une hypocrisie totale, où non seulement d'un côté on les pille et donc on force ces gens à un exil économique, mais en plus de l'autre, une fois qu'ils arrivent sur le territoire européen, on les renvoie. Tout ça est aussi une gabegie financière énorme, c'est-à-dire que je crois qu'effectivement ramener un migrant chez lui, c'est un coût financier, c'est une réalité. Et en plus, ça vient alimenter, surfer sur la dynamique et la rhétorique du Front National. Donc on voit bien qu'on est sur une politique qui ne fonctionne pas, non seulement parce qu'elle est inhumaine, mais elle ne fonctionne pas économiquement, elle est non viable. Contrairement au cas des migrants économiques, mais on y reviendra, et des réfugiés, il y a un vide juridique aujourd'hui. C'est-à-dire que l'ONU commence seulement à travailler la question des réfugiés ou des migrants climatiques. Pour l'instant, c'est une question qui n'est pas couverte. Il n'y a pas un droit légal pour eux à partir ou à être accueillis ou à être pris en tout cas en considération d'une façon ou d'une autre. Donc ça, effectivement, c'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon aussi porte avec tant d'insistance la nécessité de revitaliser l'ONU, les Nations Unies, parce qu'il y a des travaux en ce moment qui sont en train d'être effectués en collaboration avec le Haut Commissariat aux réfugiés, qui sont très intéressants sur des défis d'avenir comme ceux-là, comme le changement climatique qui est là pour durer et où la part des réfugiés climatiques, on pourrait dire, va être effectivement énorme dans les décennies à venir. La priorité, c'est d'autres types d'accords économiques, mais aussi un soutien aux pays directement concernés par ces flux d'émigration, et donc un soutien pour les questions du bassin méditerranéen, notamment assurer des voies légales d'entrée sûres sur le territoire européen, puisqu'effectivement c'est pas normal aujourd'hui qu'un Syrien doive risquer sa vie pour arriver jusqu'à chez nous. Mais une harmonisation, il y a déjà eu une tentative en 2013, on en est où? On voit bien avec la situation de la crise en Syrie que finalement ça ne marche pas du tout, cette gestion des migrants et des réfugiés en Europe. Parce que la question de l'harmonisation, finalement, c'est oui, mais sur quelle base? Une harmonisation sur la base d'une norme universaliste telle que la France le souhaiterait, ou sur la base du droit actuellement en Hongrie qui est très réactionnaire pour les migrants? Donc sur quelle base on harmonise? Vers le haut, vers le bas? Je crois qu'avant de parler d'une harmonisation européenne, déjà, il y a la question du droit international à faire respecter qui est bafoué. Il y a la Convention de Genève qui est bafouée par plein d'États membres de l'Union européenne. Donc la première des priorités, c'est faire respecter le droit international. Ensuite, il y a aussi d'autres conventions qui n'ont pas été signées ou ratifiées par les États membres. Et quel dommage! Il y a une convention qui s'appelle la Convention sur les travailleurs migrants et leurs familles, par exemple, pas ratifiée, pas signée par la France, non appliquée. Voilà, donc commençons par faire appliquer le droit international, parce que c'est le parapluie global. Faire appliquer le droit international, et au niveau européen, avant de parler d'harmonisation du droit européen, la première priorité, c'est la révision de Dublin. Ce n'est plus possible, en fait, d'être bloqué sur la question du premier pays entrant. C'est-à-dire qu'on renvoie, si un migrant arrive par l'Italie ou par la Grèce et qui va jusqu'en France, la France doit pouvoir le rejeter, entre guillemets, de nouveau vers l'Italie ou la Grèce, le premier pays où il est entré. Parce que ça introduit de facto une situation d'inégalité et de non-solidarité entre les États membres, c'est-à-dire que la pression migratoire pèse uniquement sur des pays à la frontière extérieure,
dans le cas de la Grèce, sur des pays qui en plus sont eux-mêmes en pleine crise économique. On voit qu'aujourd'hui, il y a un manque de solidarité européenne. Si elle ne peut pas exister dans un cadre de l'Union européenne à 28 ou à 27, je pense que la France a une responsabilité dans cette histoire et que, à minima, la France et les pays du Sud devraient commencer à faire preuve de solidarité entre eux dans cette gestion de crise migratoire qui, encore une fois, au niveau international, est en réalité une goutte d'eau sur l'ensemble des flux. Est-ce qu'on peut mener une politique économique cohérente dans l'Union européenne et avec les traités et les règles du jeu actuelles? Je reformule la question. Oui, la question est de savoir quelle politique cohérente. Bien sûr, si on veut mener une politique néolibérale cohérente, on peut. Et encore que, je vais même arriver à me faire l'avocat du diable, mais quand on parle de la concurrence libre et non faussée, je veux dire, l'Union européenne est passée maître dans le néolibéral absolu, c'est-à-dire qu'elle n'est même plus, la concurrence, elle est même plus, elle est faussée en réalité. Elle est déjà faussée puisqu'on est dans une situation de concurrence interne et de dumping interne. Notre programme qui vise à développer le progrès humain, pas seulement pour la France et les Français, dans vraiment encore une fois une vision universaliste qui, à mon avis, a un sens historique dans le projet européen, du 100% bio dans les cantines, aujourd'hui, la nécessité de pouvoir relocaliser, eh ben, c'est potentiellement en divergence avec du droit européen, notamment sur la passation des marchés publics. Bon, et après, quand je le vois d'une façon plus générale, il y a la question de la dette, des règles de 3% de déficit, où effectivement, dans le programme que nous avons chiffré, qui est donc une recrudescence de 173 milliards de dépenses publiques, et on n'a pas peur de le dire, parce que c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'il faut pour la France d'aujourd'hui, qui est en grande croissance démographique. On a besoin d'investir dans les hôpitaux, dans les écoles, donc on a besoin de couper cette vague poussée par l'Union européenne de libéralisation des services publics. On a besoin de dire stop à ça, mais en parallèle, effectivement, on va lutter contre la fraude fiscale à un niveau encore plus élevé qui pourra poser problème à certains à Bruxelles. J'ai bien entendu que Juncker voulait en faire plus, mais on attend encore de voir ce qu'il va y avoir en plus. Et donc on a un budget qui au final est plus qu'à l'équilibre, puisque au bout du bout, on arrive avec des recettes à 190 milliards, donc 173 milliards de dépenses, 190 milliards de recettes. Si nous voulons sérieusement sauver l'Union européenne, aujourd'hui, il y a 5 grands sujets, en gros, pour nous, France, à réviser, qui vont effectivement exiger de changer fondamentalement de politique et pourquoi pas de traité. Donc les sujets principaux, c'est l'émission de la Banque Centrale Européenne. Notamment, je pense à cette obsession actuelle qu'a la BCE, mais on comprend historiquement le rôle d'une idéologie ordolibérale, inspirée notamment de l'Allemagne d'après-guerre. On comprend d'où ça vient, sauf que ce n'est plus en phase avec le besoin économique actuel, cette obsession d'une lutte contre l'inflation, alors qu'en réalité, ce dont l'économie européenne aurait besoin aujourd'hui, c'est d'un tout petit peu plus d'inflation et que la BCE est une politique consciente et maîtrisée vers le plein emploi, en fait. Aujourd'hui, s'il est clairement acté que parler de SMIC européen dans une UE à 28 ou à 27, c'est une utopie très belle, mais impossible, avec notamment certains pays de l'Est, enfin, pas forcément parce qu'il n'y a pas de volonté politique, parce qu'on a intégré tellement de nouveaux États membres rapidement, j'ai envie de dire, en toute vitesse, notamment dans un contexte de fin de guerre froide, que en fait leurs économies étaient structurellement tellement divergentes, tellement différentes des nôtres, qu'on a rendu impossible les phases transitoires qui auraient été nécessaires pour arriver à une convergence un peu plus grande, sociale et fiscale. En amont du Conseil européen, dont on connaît déjà les dates, le 22 et 23 juin prochain, c'est-à-dire que la France de la France insoumise, la France de Jean-Luc Mélenchon, aurait déjà commencé à travailler avec d'autres partenaires européens vers ces convergences, et on revient à la table du Conseil européen
un peu plus fort. Qu'on ouvre une étape qui est celle de la négociation avec nos partenaires européens et on leur donne, mais je vous laisserai approfondir dans le programme qui est le nôtre, l'avenir en commun, les 5 grands thèmes de travail comme la BCE, comme la dette, comme le protectionnisme social et écologique aux frontières de l'Union européenne. Donc voilà, on croit à ces solutions qui sont sérieuses et raisonnables et entendables par nos partenaires européens parce qu'aucun d'entre nous n'a intérêt au chaos politique et économique. Je dis le protectionnisme social et écologique aux frontières de l'Union européenne. Donc ça, c'est la phase plan A. Effectivement, si c'est une ligne rouge, si c'est un tabou absolument non négociable pour certains pays européens et qu'on ne peut même pas envisager quoi que ce soit, par exemple de dire tout produit contenant des OGM ne pourra pas entrer sur le territoire européen. Bon, si ça c'est un non absolu, nous ce que nous disons dans la phase plan B, et Jean-Luc l'a très bien résumé en disant le plan B c'est en réalité le plan A maintenu, mais pas dans les frontières absolues de l'Union européenne actuelle. Donc, ce protectionnisme social et écologique, nous le ferons, mais avec les partenaires qui le veulent. On est vraiment dans un esprit de coopération. Le mieux, c'est toujours le cadre européen, mais quand on ne peut pas, on dit simplement qu'il ne faut pas être buté sur la question uniquement de l'UE à 27 et que quand on ne peut pas, il faut aussi entamer d'autres formes de coopération en dehors de ce cadre-là. Dans la crise grecque qui perdure encore aujourd'hui, je veux dire l'Eurogroupe qui a eu il y a 2 semaines montre que la question n'est toujours pas résolue et que Schäuble, l'Allemagne, n'est toujours pas prête à mettre sur la table la question de la restructuration de la dette grecque finalement. Parce que la Grèce, le problème c'est qu'elle est prise dans un piège, dans un cercle vicieux, infernal. C'est qu'on lui dit il faut te serrer la ceinture, faire des coupes. Donc son PIB se réduit, donc elle fait un emprunt qui sert à ses partenaires européens, qui sert à rembourser le service de la dette, avec une part de ce service de la dette qui grossit, la dette représente une part beaucoup plus importante, puisqu'en parallèle, le PIB est faible. Donc voilà, il y a un cercle vicieux qui s'engage. On peut en parler en long, en large et en travers, hein. On peut avoir une politique utopiste, oui. Je suis pour la mutualisation de la dette, mais maintenant la réalité politique de l'Union européenne aujourd'hui, c'est que l'Allemagne n'acceptera jamais. Jamais. C'est une réalité. Donc maintenant, je pense que ce qu'il faut faire, et là la responsabilité de la France est énorme, et c'est ce qu'aurait dû faire François Hollande dès l'arrivée à sa prise de fonction. Au lieu de signer tout de suite le TSCG, par exemple, d'enclencher, et c'est ce que nous proposons, une grande conférence européenne pour discuter de la question de la dette et des dettes souveraines et de leur restructuration. Aujourd'hui, on le sait, il y a une part à calculer, à expertiser. Il y a une part de la dette grecque en particulier qui est impayable en réalité. Donc il faut lancer des processus d'audit, expertiser la part illégitime ou impayable de cette dette, mais il faut en discuter et il ne faut pas que ce soit un tabou, effectivement. Parce que c'est que de cette façon-là qu'il faudra faire, je crois, sur ce point-là, il faudra mettre au pied du mur l'Allemagne. Mais la mutualisation, aujourd'hui, c'est beau, mais c'est impossible. Je pense qu'il faut d'abord lancer cette étape de la grande conférence européenne et des audits nationaux pour savoir très exactement de quoi on parle. Et le fait que le Parlement européen n'ait pas l'initiative législative. Donc je pense qu'avant de parler des parlements nationaux, il faut commencer par là. Bon, maintenant je veux bien essayer de prendre la réalité comme elle l'est aujourd'hui. Dans ce cas-là, on peut parler de petites mesures pour introduire un peu plus de démocratie. Par exemple, renforcer les cartons rouges et oranges des parlements nationaux. Je pense qu'aujourd'hui, les populations sont prêtes et sont volontaires pour ça et que ce ne serait pas si problématique que ça pour la Commission européenne de le mettre en place et qu'elle était prête à l'entendre d'ailleurs dans ses premières négociations avec David Cameron au départ. Hein. C'était un des points qui était sur place. Alors maintenant, c'est passé aux oubliettes de l'histoire. Mais voilà, je pense que c'est techniquement facile à mettre en place et que si tant est qu'il y avait au moins un État membre comme la France qui le prenait comme une des mesures à faire, il y aurait un retour de la part de la Commission européenne pour techniquement le mettre en place.
Voilà. Après, j'entends bien les demandes de davantage de démocratie. Je crois qu'autant qu'on n'a pas résolu cette affaire d'initiative législative du Parlement européen, la question des parlements nationaux finalement est presque subsidiaire.